Bonjour. Le mot rafle nous évoque spontanément la grande rafle du Veldiv en juillet 1942, lors de laquelle plus de 13 000 juifs ont été arrêtés à Paris, puis déportés vers le camp de Drancy. Mais d'autres rafles moins connues ont été organisées en 1942. La rafle d'Angoulême en octobre 1942 est souvent comparée à la rafle du Veldiv. Frank Svendsen et Gérard Benguigui lui ont consacré un livre, La rafle d'Angoulême, publié en 2012 puis réédité aux Indes savantes en 2021 avec une préface de Serge Klarsfeld. Alors que sait-on de cette rafle d'Angoulême et pourquoi la qualifie-t-on de petit Veldiv? C'est le sujet que nous aborderons dans cette vidéo avec l'un des co-auteurs de la rafle d'Angoulême, Frank Svendsen. Après la rafle du Veldiv, d'autres arrestations sont organisées dans toute la zone occupée afin de satisfaire les demandes de l'Allemagne. En 1942, la ville d'Angoulême se trouve en zone occupée. Elle se situe à proximité de la ligne de démarcation qui coupe la Charente en deux. La rafle d'Angoulême a lieu au début du mois d'octobre 1942. Les arrestations commencent dans la nuit du 8 au 9 octobre. 442 juifs sont arrêtés dans toute la Charente. Parmi eux, on trouve des enfants et même des nourrissons. La rafle est ordonnée par les autorités allemandes, mais elle est mise en œuvre par des policiers et des gendarmes français. Les juifs sont arrêtés chez eux pendant la nuit, emmenés par autobus puis regroupés dans la salle philharmonique d'Angoulême. Les victimes sont ensuite transférées à la gare d'Angoulême puis déportées vers le camp de Drancy et enfin à Auschwitz-Birkenau. L'ordre d'arrestation visait uniquement les juifs étrangers et apatrides. Parmi les victimes, on trouve beaucoup de juifs polonais qui résidaient en Moselle qui ont été évacués vers la Charente au début de la guerre. Dans la salle philharmonique d'Angoulême, un tri est opéré entre les juifs français et les juifs étrangers. Les enfants juifs qui ont la nationalité française sont libérés. C'est pourquoi de nombreux enfants, nés en France de parents étrangers, vont être séparés de leurs parents et libérés par la police. Sur les 442 juifs arrêtés, 387 sont immédiatement déportés. Mais parmi ces enfants juifs de nationalité française épargnés en octobre 1942, certains seront arrêtés et déportés quelques mois plus tard. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Frank Svendsen, co-auteur de La rafle d'Angoulême. Alors, Frank, première question. Est-ce que cette rafle d'Angoulême a été beaucoup étudiée par les historiens? Non, pas vraiment. Il y avait juste un écrit local d'un historien qui s'appelait Guy Ontared, qui l'a mentionné très très rapidement, mais aucun ouvrage n'avait abordé cette fameuse rafle d'Angoulême. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer les raisons pour lesquelles tu as écrit ce livre avec Gérard Benguigui? Lors de mon passage professionnel à Angoulême, en Charente, j'avais rencontré Gérard Benguigui, donc président de la communauté juive, qui travaillait sur le projet d'élaboration de monuments à la mémoire des 387 victimes donc, de cette rafle. Et au fur et à mesure de l'élaboration de ce projet, j'ai vu qu'il y avait matériaux pour faire en fait un très très beau livre et commencer à rechercher des témoignages. Alors, effectivement, ce livre, c'est un livre de témoignages. Est-ce que tu le définirais plutôt comme un travail d'historien ou comme un travail mémoriel? C'est les deux. C'est d'abord un travail mémoriel, c'est d'abord un devoir de mémoire, bien évidemment, mais on ne peut pas séparer ce devoir de mémoire, ou en tout cas le devoir de mémoire ne peut pas être réussi s'il n'est pas contextualisé, s'il n'est pas expliqué selon une méthode historique, évidemment. Alors, explique-nous comment tu as recueilli ces témoignages. Eh bien, assez rapidement, on a eu tout d'abord une piste. On a appris qu'il y avait un survivant de cette rafle qui habite Paris. Nous l'avons contacté. Ce survivant nous a renvoyé sur d'autres personnes. Et de fil en aiguille, on a réussi
à présenter donc les différents témoignages qui figurent sur l'ouvrage. Alors, les habitants d'Angoulême appellent cette rafle le Veldiv d'Angoulême. Pourquoi compare-t-on la rafle d'Angoulême à celle du Veldiv? Oui, je crois que cette expression, en fait, c'était une expression d'un journaliste charentais qui, de lui-même, avait proposé cette expression de rafle du Veldiv à échelle provinciale. Si on prend les chiffres de la rafle du Veldiv en juillet 42 et qu'on les compare à ceux de la rafle d'Angoulême octobre 42, on se rend compte que c'est les mêmes proportions. C'est-à-dire que, voilà, deux rafles très très importantes, comme malheureusement toutes les autres rafles qu'il y a pu avoir sur le territoire français. Et est-ce que le profil des victimes est comparable à celui des victimes de la rafle du Veldiv? Oui, bien sûr, sauf qu'évidemment en Charente, il y avait très très peu de juifs qui vivaient. Les juifs qui ont été raflés en Charente sont des juifs qui étaient des réfugiés, qui fuyaient l'Est et qui étaient installés dans le département de la Charente, entre autres évidemment, ce département qui n'avait pas à l'époque exactement le même découpage qu'aujourd'hui, puisque une partie de des raflés était située en fait en Dordogne, parce que ce qui correspond aujourd'hui à la Dordogne. Mais ce sont pour la plupart des réfugiés d'origine polonaise, en majorité, très grande majorité, quelques-uns allemands, russes et quelques-uns roumains. Alors pourquoi les juifs qui ont été arrêtés lors de cette rafle ont-ils été regroupés à la salle philharmonique d'Angoulême? Cette rafle, comme toutes les rafles, est une rafle surprise évidemment. Elle a été réussie, c'est-à-dire qu'elle a été évidemment très importante et qu'il y a une efficacité du point de vue de l'organisation. Donc, il s'agit de juifs qui sont raflés sur Angoulême même, mais également sur tous les villages, sur toutes les petites communes de la Charente. Et il fallait trouver un lieu où, d'une certaine façon, les arrêter, les concentrer. Et c'est donc l'école philharmonique, c'est la salle philharmonique d'Angoulême qui a été choisie comme lieu de transit, on pourrait dire entre guillemets comme camp, c'est pas un camp, mais un lieu de transit avant le transfert vers Drancy. Cette école philharmonique, aujourd'hui, elle existe toujours. L'intérieur a été démoli, a été reconstruit, mais la façade, qui est monument historique, reste identique. Et donc, ces 400 personnes, puisqu'il y a eu 400 personnes, ont été arrêtées essentiellement dans ce qu'on appelle la salle de concert. Tous les pupitres, tout le mobilier a été évidemment enlevé. On y a déposé de la paille. Et ces 400 personnes ont vécu là une dizaine de jours avec 2 toilettes, 2 robinets. Alors, on le comprend très bien en lisant ce livre. De nombreux enfants de nationalité française ont été séparés de leurs parents lors de cette rafle. Ils ont ensuite été libérés. Donc en fait, cette salle philharmonique d'Angoulême, c'est le lieu où ces enfants libérés ont vu leurs parents pour la dernière fois, puisque les parents ont ensuite été déportés. Que deviennent ces enfants libérés après la rafle d'Angoulême? Alors nous avons essentiellement, parmi les témoignages les plus importants, ou du moins les plus significatifs, même s'ils sont tous importants évidemment, je pense ceux de Robert Frank et d'Henri Sajdenberger. Donc à un moment donné, donc, il y a un Allemand qui donne l'ordre aux enfants qui sont présents dans la salle. On rappelle qu'à terme, sur les 387 victimes, il y aura 85 enfants de moins de 15 ans, donc les enfants étaient nombreux, aux enfants qui sont de nationalité française, de sortir de la salle philharmonique, d'aller dans la cour, il y avait une cour de promenade, en présence, en compagnie de leur papa, de leur père, et ils vont être séparés. Et donc, parmi les témoignages, il y a le témoignage poignant de Robert Frank qui est très très brutalement séparé de son père. Il veut pas quitter son père. Bon, il est arraché des bras de son père. Lui va être recueilli par le père Le Bidault, qui était donc un prêtre catholique, qui va recueillir ses enfants qui, on le sait maintenant, on le devine, vont être orphelins. D'autres, comme Henri Sajdenberger, sera également lui aussi retiré, et lui deviendra un enfant caché. Et une fois en 1944 où il est sorti, il a été raflé lors d'une rafle c'était pour le service du travail obligatoire. Il se fait attraper, on pourrait dire très très bêtement, dans cette rafle contre les réfractaires du service du travail obligatoire en Allemagne. Il trouve son nom. En fait, il voit que le nom est très vraisemblablement un nom juif. Ils vont l'amener dans un coin, ils demandent de se déshabiller, donc ils voient que le gamin est juif, il est arrêté, il est déporté très tard, et il fait partie du convoi 71.
73, pardon, 73, et ce fameux convoi 73, c'est un des rares convois, ou peut-être le seul, qui n'est pas parti Auschwitz-Birkenau, mais qui a été vers Kaunas, où ils ont fait donc des pistes d'atterrissage pour les Messerschmitt. Et il va vivre, en fait, il va connaître les travaux forcés. Franck, tu accordes dans ce livre une place importante aux Justes parmi les nations. Peux-tu dire le rôle qu'ils ont joué lors de cette rafle d'Angoulême? Ils ont joué un rôle très important. La Charente est quand même un département qui s'est honoré par la présence de ces Justes. Alors ces Justes sont des hommes, des femmes, qui au péril de leur vie, au péril de la vie de leur propre famille, ont caché, ont protégé des Juifs donc pendant les persécutions. Pourquoi on dit juste? Parce qu'en Israël, le juste, en hébreu, c'est le tzaddik, c'est, on va dire, le titre le plus élevé dans l'humanité. Celui qui a caché, comme c'est un homme qui a protégé la vie, c'est le titre le plus élevé. Et pour honorer la mémoire du juste, en Israël est planté toujours un arbre. C'est ce modèle de la fécondité. Il y a eu, comme nous avons pu le dire, il y a eu des lettres de dénonciation, bien sûr, il y a eu des dénonciateurs. Lors de notre travail de recherche, j'ai vu des noms. Et ces noms, en fait, évidemment, on ne les a pas rapportés dans le livre parce que c'était tout simplement inutile. Et personnellement, en fait, je me rends compte que je les ai oubliés. Je les ai oubliés. En revanche, les noms des Justes sont gravés au mémorial de la Shoah à Paris. Que montre la couverture du livre? Est-ce que tu peux nous parler des illustrations que tu as retenues pour cet ouvrage? Alors cette couverture, c'est en fait, de fait la deuxième couverture, puisque la première édition datait de 2012. Donc cette nouvelle couverture, en fait, il y a deux choses. Alors ici, on voit en fait le fameux portefeuille qui appartenait au père de Robert Frank, lorsqu'ils sont donc raflés, lorsqu'ils sont dans la salle philharmonique. À un moment donné, un Allemand prend un porte-voix et il dit: voilà, un sac à patates va circuler, dans ce sac vous mettrez toutes vos affaires de valeur. Et le père de Robert Frank, Max Frank, va remettre, sans rien demander, va remettre à son fils, dans la poche du pantalon de son fils, ce fameux portefeuille dans lequel il y a un peu d'argent, mais surtout sa montre, la montre de son épouse, la maman, des alliances et puis un canif. Et aujourd'hui, c'est tout ce qui lui reste, on va dire, matériellement de ses parents. Donc je voulais que ce soit quand même en couverture. Et au-dessus, c'est la famille Simon. Alors cette famille Simon, cette photo est assez connue. Elle figure au mémorial de la Shoah. Monsieur Simon, c'était lui qui dirigeait le cognac Courvoisier, la bouteille Napoléon, jusqu'à ce que l'entreprise soit arianisée, ou en tout cas, voilà, qu'il soit exproprié. Cette photo a été prise en fait à Jarnac, à la sortie d'Angoulême à Jarnac, en septembre 42, un mois avant la rafle qui a lieu donc en octobre 42. Ils vont échapper à la rafle, en fait, ils vont partir avant. Cette photo est prise à Jarnac, mais eux, ils vont ensuite se diriger vers la Corrèze. Malheureusement, Irène, qui figure ici à l'extrémité, sera arrêtée et déportée. Elle va décéder à Birkenau. Et j'ai décidé de rendre hommage à la famille Simon en leur accordant la couverture. Merci beaucoup Franck Svendsen. Merci. Donc ce livre, La rafle d'Angoulême, permet de documenter cette rafle méconnue. Et donc il faut espérer que les historiens vont s'emparer de ces témoignages. Ce livre, c'est aussi un travail mémoriel, donc qui permet de faire vivre la mémoire de cet événement tragique qui a conduit près de 400 juifs vers les camps de la mort. À bientôt dans le rétro.